Ayahuasca, c'est la substance que prennent les chamans donc, amérindiens, Amazonie. Cette fameuse substance. Donc tu l'as dit, le théâtre aussi, on peut dire, d'autres techniques comme ça. Oui, le théâtre, c'est très bien. Oui. L'importance des rapports sociaux, la dynamique de groupe, donc effectivement, ça sera l'objet d'une prochaine conférence. Ce sera l'objet d'une prochaine conférence, mais c'est super important de comprendre que de toute façon, dès l'instant que vous voulez vous intéresser à l'inconscient, le fait que nous soyons des mammifères fait que forcément, les rapports humains sont extrêmement importants. Et de toute façon, je veux dire, il y a des choses, on peut les faire pour les vivre. Je veux dire, vivre l'amour humain, bah, tout seul, c'est beaucoup plus difficile qu'à plusieurs. Ça c'est sûr. Voilà, peut-être qu'on va prendre des questions. Oui. On va se prendre quelques minutes. La méditation, vous classez dans la réaction À la méditation. Alors, normalement, mon collègue ici présent a sur son truc, dans les derniers trucs, il y a la méditation, effectivement. Oui, on l'a mis dans les techniques complémentaires, en fait. On a oublié de la C'est citer. vrai qu'on ne l'a pas cité parce qu'on en a parlé déjà un petit peu avant, mais c'est une technique d'exploration de l'inconscient. Enfin, oui, tu peux en dire quelques mots. Oui, il y a différents degrés, il y a différentes techniques de méditation, il y a différentes des approches. méditations, il y en a énormément. Et effectivement, il est intéressant. Il y a, justement, quand je le préparais, je me disais, mais ça, il faut absolument que je vous le dise. C'est par rapport aux gens qui voudraient aller de façon proactive, et peut-être éventuellement en force, explorer leur inconscient, j'aurais tendance plutôt à recommander d'aller faire de la méditation, d'aller faire des choses comme ça. Et c'est un livre de Marie-Louise von Franz qui raconte l'histoire de Jung, et elle raconte une rencontre entre Jung et Hermann Hesse. Hermann Hesse avait travaillé avec Jung, et Hermann Hesse était plutôt mystique, lui. Et elle disait que c'était impressionnant, parce qu'on voyait le visage calme et détendu d'Hermann Hesse, à côté du visage complètement ravagé par l'exploration de l'inconscient de Jung. Et c'est quand même intéressant d'associer plusieurs choses, c'est-à-dire associer la méditation, effectivement la méditation, associer également une pratique d'hygiène de vie, notamment un exercice physique, une bonne alimentation. Lorsque ce thérapeute dont je vous parlais, je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, et il a fait une conférence sur Toulouse, je vais le rencontrer, c'est très amusant parce qu'il vient juste d'écrire un livre, et on a pu s'échanger nos livres et discuter un peu. Et je lui ai posé justement une question, je lui ai dit, mais où tu mets la pratique du corps? Et c'est là que je voulais en venir par rapport à la voiture tout à l'heure. Je disais, si la voiture bouge, on va avancer. D'accord? Le volant, on va pouvoir le tourner. Mais si la voiture bouge, ça va avoir un effet. Et c'est là que je mets la méditation, justement. La méditation, c'est le moteur. La practice, la pratique. C'est-à-dire, c'est très important, quelle que soit la pratique, hein, quelle qu'elle soit. Ça peut être du yoga, ça peut être du qigong, ça peut être de faire un footing tous les matins, ça peut être de prendre le vélo à la place de la voiture. Quelle que soit la discipline, c'est ce qui va vous mettre votre moteur. Et après, vous avez le volant. Moi, j'ai vu souvent des personnes qui pratiquaient, et puis cette pratique leur faisait avancer, les faisait avancer. Et comme le paysage change quand on avance, on fait des prises de conscience, et c'est super. Et on va les traiter. Et au bout d'un certain temps, ils arrêtaient la pratique, mais ils étaient toujours en train de se prendre la tête. Ça, c'est ce qu'on appelle s'endormir. On s'endort, on ne se rend pas compte quand on s'endort. C'est comme à vélo quand vous arrêtez de pédaler sur le plat. Au début, ça ne pose pas trop de problèmes, vous continuez à avancer. Mais au bout d'un certain temps, vous vous cassez la figure. Donc, la pratique, elle est indispensable. La discipline, elle est indispensable. Lorsque des gens me disent, moi je veux que dans 6 mois tout aille bien, moi je leur dis, mais qu'est-ce que tu vas faire après? Mais non, mais c'est vrai, je veux dire, le cheminement, il va passer du thérapeutique pour soigner ses souffrances à l'initiatique en passant par l'ouverture de cœur. Hein, on va passer ribedo, albedo, negretto, c'est-à-dire l'œuvre noire, l'œuvre blanc, l'œuvre rouge, où on va pouvoir donner de l'amour et on va pouvoir aller jusqu'à l'initiatique. En fait, ça ne s'arrête jamais, mais il faut pédaler. Non, mais c'est ce qu'il disait, la rigueur. L'effort joyeux, comme vous dites. Ah oui, ne pas oublier de souffrir. Même si on pédale dans la semoule, il faut pédaler. Oui. Une autre question? Ça n'a rien à voir.
C'est bon, je peux Oui, oui, allez-y. Monsieur Grove, comment il est passé des substances à la respiration? Comment il a eu Parce l'idée? qu'il n'avait plus le droit. Parce qu'il avait plus Oui, le droit mais comment d'utiliser. il a eu l'idée? Eh ben, il s'est intéressé au chamanisme, il s'est intéressé à toutes ces techniques, il a regardé un petit peu, parce que... Le but, c'était que le mental lâche et que le corps... Oui, tout à fait. Il voulait retrouver cet état modifié de conscience. Il savait que les substances lui donnaient un état modifié de conscience et que cet état modifié de conscience était à la fois thérapeutique et initiatique. Et il voulait retrouver un moyen. Et il s'est intéressé aux différentes cultures. Je veux dire, Parce que dans le chamanisme, on respire aussi. Oui, Oui, il y a des techniques comme ça. Oui, tout à fait. La transe peut être induite par des rythmes, par des substances, par des méthodes de respiration, par différentes choses encore, j'imagine, des visualisations, des choses comme ça. Il y a différentes techniques d'induction de transe, en fait, selon les cultures. Quand on fait il y a certains rituels en yoga ou autres avec des respirations, dans certains rituels, dans le tantra blanc ou des choses comme ça, on peut être amené à faire des respirations très puissantes par la bouche. C'est typiquement, ça y ressemble, ça crée de l'hyperoxygénation. C'est en regardant tout ça que, après ça, bon, je connais pas complètement l'histoire. Moi, je l'ai pratiqué, mais je connais pas complètement l'histoire. Comment il a tout découvert, j'en sais pas plus. Oui. Alors moi, je voudrais revenir à l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, sur l'objet dont on a trouvé. Oui. Comment on peut traduire le message de l'inconscient par rapport à l'objet qu'on a trouvé? Alors là, je dirais la première chose, c'est les symboles. Les symboles, ce sont les archétypes. C'est-à-dire, en règle générale, il y a les symboles. Mais d'abord, ce qui est important, c'est là que la relation à l'autre, la relation thérapeutique, va aider avec le transfert, etc. C'est-à-dire que, vous savez, c'est un exercice, c'est une expérience qu'on a tous fait. Bon, ceux qui ont travaillé dans la technique ou dans les trucs un peu intellectuels ont déjà remarqué, des fois que vous avez un problème et que vous ne le trouvez pas, vous allez vous en parler à quelqu'un, même si c'est juste oui, vous allez en parler à quelqu'un, même si c'est juste la femme de ménage qui passe là, ou la cuisinière, et vous lui expliquez votre problème, elle n'y comprend rien, mais le simple fait de l'expliquer fait que, tac, bon. Donc il y a quand même, là c'est là que c'est intéressant de travailler avec un miroir. En fait, voilà, on ne peut pas regarder la couleur de ses yeux sans un miroir. Et dans la relation, typiquement pour aller essayer... Alors pourquoi je vous ai fait faire cette chose-là? C'est par rapport à la dynamique du groupe. Moi j'ai remarqué, des fois je peux faire cet exercice-là dans un petit groupe, bon, un petit peu plus complexe, mais après ça, ce qui est super intéressant, c'est le feedback. Quand on a un groupe d'une dizaine de personnes, 10-12 personnes, c'est le feedback qu'on va avoir derrière. Parce que dans le feedback, la personne, quand elle va exprimer son histoire, d'une part, le fait de l'exprimer devant quelqu'un va le mettre dans un état émotionnel qui va lui permettre des prises de conscience, et d'autre part, il va y avoir le miroir des autres et les synchronicités, le fait que les histoires vont s'entrelacer, et ça, moi, je trouve ça extraordinaire. C'est pour ça que plus je l'ai pratiqué, moins j'ai induit. Une fois, il y avait un escalier, l'escalier, c'est un escalier en tourbillon, comme ça, et c'était un tourbillon de nuages. Un tourbillon de nuages, c'est avec ça qu'elle est montée. Ouais, quand même, c'est chouette, quoi. Et c'est formidable sur plusieurs points de vue, parce qu'en plus, le fait d'avoir le feedback des autres, c'est comme si c'était un miroir, mais comme chaque miroir est déformant, hein, on fait la somme de tous les miroirs, et puis la moyenne, leur moyenne, ça permet d'avoir une bonne image de ce qu'on a. Donc voilà, je ne peux pas tellement vous en dire plus, quoi. En règle générale, après ça, ceux qui travaillent tout seuls, bon, c'est plus sur les rêves à ce moment-là, bah, plus on va être attentif, plus on va arriver à les décoder, quoi. Mais attention au mental. Travailler seul, il faut vraiment faire attention parce que on a tendance à... Bon, un de mes meilleurs amis qui est en région parisienne, lui, il n'est jamais allé voir le moindre thérapeute. Ça fait depuis qu'on a 15 ans qu'on s'intéresse tous les deux aux mêmes questions, sauf que moi, j'ai suivi plusieurs maîtres et plusieurs thérapeutes, et lui, il n'est jamais allé en voir un. Mais il est toujours dans le même problème. Il a lu plein de bouquins, il s'est intéressé à plein de trucs, il a écouté plein de rêves, il a fait plein de trucs, mais toujours tout seul. Bah, tout seul en boucle. Il a toujours bouclé sur les mêmes choses. À un moment, il faut transformer la boucle en une hélice. Et ça, c'est... Voilà. Après ça, bon, c'est les synchronicités qu'il nous faut rencontrer les gens qui vont bien. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire.
Après, j'avais une autre question, peut-être que je bute. Non, allez-y, on va Sur prendre ensemble. la respiration holotropique, le fait de s'hyperoxygéner, est-ce que ça ne peut pas créer des malaises, des crises de tétanie, De batterie, quoi. On va être triste. Alors, Il y a un bouton stop, tu disais qu'il y avait un bouton stop. voilà, je dirais pas non. Je dirais pas non, je veux dire tout. Ça peut. Je veux dire, des fois, les gens ils me disent ouais, mais si tu as quelqu'un qui pète les plombs, je dis mais personne ne peut avoir la prétention de dire qu'il va être capable de surtout maîtriser. Je veux dire, René Goscinny, il est mort chez son cardiologue sur la bicyclette électrique. Ah, et pourtant, le but c'était quand même pas de le tuer. Mais, bon, donc c'est juste pour dire que ça dépend des gens. Moi je le vois dans le yoga, je dis toujours aux gens de faire attention. Quand il y a quelqu'un, ça fait 20 ans qu'il n'a pas fait d'exercice physique, quand il va faire certains exercices, il faudra y aller tout doux. Mais ceci dit, il y a effectivement, comme le dit Jocelyn, il y a ce fameux bouton rouge, c'est-à-dire qu'à tout instant on peut arrêter. Tout à l'heure, quand j'étais en train quand vous étiez dans l'exercice, vous auriez très bien pu ouvrir les yeux, sortir, à tout instant vous pouvez sortir. Dans la respiration holotropique, c'est pareil. Dans la respiration holotropique, c'est pareil, à tout instant vous pouvez sortir. Alors évidemment, il y a des gens quand même qui ont des structures psychologiques plus fragiles que d'autres. Il y a tous ceux qui relèvent non pas de la névrose mais de la psychose. Donc là, effectivement, ça pour ces gens-là, c'est pas recommandé. C'est pas recommandé. J'ai vu aussi, une fois je connaissais une femme elle avait eu un cancer du poumon, il lui restait plus que 2/3 d'un poumon sur les deux. Bon, évidemment, elle n'a pas fait de respiration holotropique. Mais il existe aussi, si vous voulez, vous voyez la méthode douce que je vous ai proposée là, ça peut très bien se faire. Moi, voilà, typiquement, voilà, une fois, il y avait cette personne qui était très fragile parce que, en plus, dans son histoire personnelle, elle avait été l'épouse d'un journaliste de guerre, et donc elle nous le disait, elle avait vu des gens écorchés, mais vraiment. Donc elle portait des mémoires d'une violence énorme, donc elle était très fragile. Donc, dans une respiration holotropique, il y avait une vingtaine de personnes, il y avait des gens qui pouvaient partir dans les cris, etc. Ben, nous, on était plusieurs co-animateurs à s'occuper d'elle, la coucouner, tout ça. Bon, je veux dire, il y a beaucoup de bienveillance, et puis il y a aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne perd pas le contrôle. C'est pas pareil, je dirais même qu'un inipi, quand vous êtes dans un inipi, que la porte est fermée, que vous avez deux personnes là, bah, si vous n'êtes pas bien, bah, pour faire sortir tout le monde, c'est vraiment pas évident. Mais dans la respiration holotropique, à tout instant, vous pouvez en sortir. Oui, l'inipi, c'est la hutte de sudation, celle-ci, je la prononce bien. C'est la hutte de sudation, il peut être très chaud, mais vraiment très très chaud, quoi, en plus de très 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 serré. Bon, bah là, vous avez du mal à en sortir. Là, la respiration holotropique, vous en sortez à l'instant où vous voulez en sortir. D'ailleurs, souvent, le rôle des animateurs, c'est plus d'aller inviter les gens à rentrer dedans que de les empêcher d'aller trop loin. Je prends peut-être encore une ou deux questions. Oui. Personne ne veut. Il y en a deux. Après, on a monsieur là-bas. Oui. Oui, rapidement, juste là, le chant, la musique et le théâtre, c'est vous limitez dans le technique complémentaire, tout ce qui est artistique Pour en moi, fait. oui, tout à fait. Tout à fait. Mais tout est selon la conscience qu'on va mettre dans les choses. Effectivement, le chant, c'est extrêmement important parce que on va... Là c'est ce qu'on disait par rapport à la... Comment dirais-je, au cerveau limbique, à la grégarité, etc. La puissance de la voix, tout ce qui va se transmettre par la voix, elle est importante. Quelqu'un qui a une voix qui porte et qui influence, forcément, en face, la voix, elle va positionner d'une certaine manière. Donc, si on doit se positionner tout petit, eh bien, le fait de pouvoir ensuite ouvrir complètement, développer toute sa potentialité, ça va être difficile, ça va être un chemin thérapeutique. Et le chant en fait partie. D'ailleurs, il y en a qui utilisent le chant. Hein. Je connais une cantatrice qui maintenant est thérapeute, parce que pour pouvoir bien chanter, elle s'était rendue compte que c'était pas mécanique de bien chanter. C'était thérapeutique. C'était des blocages psychologiques qui l'empêchaient de bien chanter. Pourquoi on chante des mantras dans le Kundalini Yoga? C'est pour ça.
on utilise beaucoup les mantras, et on le sent qu'effectivement, au fur et à mesure de la pratique, c'est pour ça qu'il y a cette corrélation entre le corps et l'esprit. Et le corps, encore une fois, c'est le moteur de la voiture, ce qui permet de la faire avancer. Il y a la voile et il y a le gouvernail. La voile, c'est très important. Le cerveau, c'est le gouvernail. Nous, en Occident, c'est bon. En général, le gouvernail, c'est pas le Titanic, le gouvernail, il est assez gros par rapport à la voile. Par contre, la voile, en général, on a des ancres un peu partout et on n'avance pas trop. Moi, je le mets dans ce... mais à condition d'être en conscience. C'est ça qui est intéressant. Est-ce possible d'avoir une précision entre la respiration holotropique et le reverse? Alors oui, effectivement, la respiration holotropique et le reverse, je dirais techniquement, c'est très proche. De toute façon, la plupart des choses, c'est jamais des certitudes complètes. Mais en règle générale, le reverse, moi par exemple, j'utilise le reverse dans mes stages ou mes ateliers, lorsqu'une personne a vécu quelque chose de très fort et qu'elle a besoin de passer sur une nouvelle vie, symboliquement. Là, à ce moment-là, je vais lui faire un reverse. C'est-à-dire qu'on va prendre, elle va désigner une mère symbolique et elle va être allongée, elle va prendre sa mère symbolique et on va mimer le passage et elle va respirer avec la même technique de respiration que la respiration holotropique. Mais là, il y a vraiment un but, c'est on fait une renaissance symbolique. Ou alors, il y a aussi l'autre chose, c'est que ça arrive assez souvent que cette respiration holotropique, comme elle fait remonter les premiers traumatismes, il est assez fréquent que le premier traumatisme qui remonte, c'est la naissance. Assez souvent, dans la première respiration holotropique, ou dans les premières respirations holotropiques, ça peut être revivre sa naissance. C'est très fréquent de voir quelqu'un en respiration holotropique, il est comme ça, j'ai dit, d'accord, je crois que j'avais lu qu'il doit y avoir 10% des naissances qui se font avec le cordon autour du cou. Donc ça veut dire, dans la respiration holotropique, vous avez 10% de personnes qui, à un moment ou à un autre, ça c'est typique. Ça c'est là la différence. Mais la respiration holotropique, elle est plus large par rapport au reverse, qui a vraiment cette idée de renaissance, que ce soit symbolique ou revivre sa même naissance. La respiration holotropique, c'est plus large, c'est beaucoup plus large. Groff décrit, par exemple, il y a des gens, ils se sentent intégrer la conscience de la Terre, la conscience de Gaïa, il y en a d'autres, la conscience d'une abeille, la conscience de... Des fois, ça va très très loin. Hein. J'ai un ami, lui, il s'était senti dauphin. Et il m'a dit après, mais l'accompagnatrice, qui était, parce qu'on le fait par deux, hein, en général on le fait par deux, il y a un protégé ange gardien, et puis il y a des co-animateurs qui se déplacent dans la salle, mais il me disait, la fille qui m'accompagnait, elle paniquait complètement parce qu'elle me voyait faire des apnées terribles, mais pour lui c'est normal, c'est un dauphin. Mais elle ne savait pas que c'était un dauphin. Mais respire plus, respire. T'inquiète pas, il vit son truc. C'est très impressionnant au début. Ça répond à la question? Disons que ça me dit, dans la rigueur, c'est vraiment axé sur l'objectif de renaissance, de travailler sur ça. Ouais, c'est comme ça que je l'ai compris, moi. C'est comme ça que je le comprends, oui, absolument. Allez, dernière question. Vous avez parlé des différents types de mémoire. Est-ce qu'on inclut aussi les mémoires karmiques? Ah bah, quand on parle du transpersonnel, quand on parle du transpersonnel, c'est transgénérationnel. C'est ça aussi. Quand on parle de mémoire karmique, en général, c'est pas... Dans la psychogénéalogie ou dans la réincarnation? C'est quelle est la frontière? Je sais pas. Non mais, quand je dis je sais pas, c'est parce qu'il n'y a pas de vérité vraie dans ces choses-là, il ne faut pas l'oublier, c'est relativement flou. Oui, mémoire karmique, ça veut dire qu'on va rentrer dans cette philosophie du karma, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et le karma, effectivement, ce n'est pas que sur cette vie-là, le karma entraîne le fait que la réincarnation existe, alors que moi, j'ai pas dit que c'était de la réincarnation, j'ai dit qu'on portait des mémoires. Tout se passe comme si... Personnellement, je suis convaincu de la réincarnation. Puis quand on avait fait le test ici, j'avais demandé qui croyait en la réincarnation, il y avait à peu près la moitié. Donc on peut dire oui, c'est des mémoires karmiques. Mais après ça, l'important, il ne faut pas l'oublier, c'est la guérison. Et la guérison, et après, l'indicateur, c'est le cœur.
Voilà, quand on avance, c'est ça qui est important, et c'est ça qui est... Dans la psychologie transpersonnelle de Groff, je pense qu'il inclut complètement l'exploration des vies antérieures, en l'occurrence. Hein. Ça fait partie de son modèle, quoi. Oui, ça c'est très classique. En respiration holotropique, avoir... alors bon, en plus de ça, il y a aussi l'induction. Allez mettre de la musique un quart, vous allez avoir un quart des gens au feedback après qui vous disent « Ouais, j'étais un guerrier un quart ». À côté de ça, allez mettre des tam-tams, vous allez voir que les gens ils vont vous vivre des vies antérieures plutôt là-dedans. Et après tout, est-ce que c'est si important que ça? D'une certaine manière, l'important c'est de pouvoir aller bien derrière. C'est ça. Mais on a quand même tendance à chercher à avoir des explications, etc. On a quand même cette chose. Fini là? Bien, on s'en tient là. Merci beaucoup de votre attention à tous. On se retrouve sur le cycle Amène Blanc.